Chers cultinotes, aujourd'hui on plonge dans l'univers sombre et mystérieux de Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord. Accrochez-vous car je vais parler de certains de ses actes les plus dingues et terrifiants qu'il a commis depuis qu'il est au pouvoir. On va voir comment il a exécuté des membres de sa propre famille, maintenu un contrôle total sur son peuple avec des camps de travail inhumains, et même comment il a fait trembler le monde avec ses essais nucléaires. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça aussi compréhensible que possible, sans trop plomber l'ambiance. Prêt pour un tour rapide mais intense au cœur de la Corée du Nord? Allez, c'est parti! L'assassinat de son demi-frère Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, fils aîné de Kim Jong-il et demi-frère de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est né en mai 1971 à Pyongyang en Corée du Nord. Sa naissance fut gardée secrète par sa mère, une star du cinéma, vis-à-vis de Kim Il-sung, son grand-père et dirigeant de l'époque. Kim Jong-nam a grandi dans le luxe et a été éduqué à Moscou et Genève dans les années 80. À 18 ans, il revient à Pyongyang et travaille au sein du comité informatique de l'État, contribuant à la création d'une version nord-coréenne du web. Cependant, Kim Jong-nam n'était pas satisfait du régime en place, aspirant à plus de liberté. En 1995, il s'installe à Pékin, partageant son temps entre affaires familiales et plaisirs personnels. En 2001, il est arrêté au Japon avec un passeport falsifié, causant une honte internationale pour la Corée du Nord. Après cet incident, il s'installe à Macao et continue ses voyages pour des raisons professionnelles. Son demi-frère Kim Jong-un est désigné pour succéder à leur père Kim Jong-il, laissant Kim Jong-nam en disgrâce. Jong-nam commence alors à critiquer publiquement le régime nord-coréen, ce qui aggrave sa situation. Le 13 février 2017, à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie, Kim Jong-nam est assassiné par deux femmes, une vietnamienne et une indonésienne, qui lui appliquent un agent neurotoxique appelé VX sur le visage. Kim Jong-nam alerte immédiatement un employé de l'aéroport, mais succombe à l'attaque entre 15 et 20 minutes, malgré les soins médicaux. Les autorités malaisiennes découvrent que Kim Jong-nam voyageait sous le nom de Kim Chol et portait 4 passeports nord-coréens ainsi que 100 000 $ en liquide. Les soupçons se tournent rapidement vers la Corée du Nord avec 4 suspects nord-coréens confirmés comme espions ayant quitté l'aéroport après le drame. Siti Asia, une indonésienne de 26 ans et Doan Thi Wong, une vietnamienne, affirment avoir été manipulée pour croire qu'elle participait à une émission de télé-réalité. Asia, recrutée par un homme nord-coréen nommé James, devait frotter de l'huile ou de la sauce au poivre sur des étrangers dans des lieux publics pour des caméras cachées pour lesquelles elle était payée entre 100 et 200 $. Doan Thi Wong, quant à elle, portait un t-shirt LOL au moment de l'attaque et avait été recrutée pour des caméras cachées par un homme se présentant comme producteur d'émissions. Les deux femmes étaient les seules suspectes détenues après la fuite des 4 espions nord-coréens. Les autorités malaisiennes ont finalement abandonné les accusations de meurtre contre les deux femmes, concluant qu'elles avaient été manipulées sans savoir qu'elles utilisaient du poison. La montée au pouvoir de Kim Jong-un a été marquée par une série de purges brutales visant à consolider son autorité et à éliminer toute opposition potentielle. 2 cas emblématiques de ces purges sont l'exécution de Jang Song-taek en 2013 et celle de Yoon Yong-chol en 2015. Ces exécutions ont non seulement choqué le monde, mais ont également envoyé un message clair et effrayant aux autres membres du régime sur la manière dont Kim Jong-un traite la dissidence. Jang Song-taek, l'oncle puissant déchu. Jang Song-taek, autrefois l'un des hommes les plus influents de Corée du Nord, était non seulement l'oncle de Kim Jong-un par mariage, mais aussi un mentor et un régent de facto pour le jeune dirigeant lors de ses premières années au pouvoir. Jang a été considéré comme un réformateur modéré et a joué un rôle clé dans l'établissement des relations économiques avec la Chine, principal allié de la Corée du Nord. Jang, marié à la tante de Kim, la fille du fondateur du pays Kim Il-sung, était notamment vice-président de la puissante commission de la défense nationale et siégeait au bureau politique du Parti des travailleurs. Cependant, en décembre 2013, les choses ont pris une tournure dramatique. Lors d'une réunion publique du Parti des travailleurs de Corée, Jang a été soudainement arrêté par des soldats en plein milieu de l'assemblée. Les images de son arrestation, diffusées par les médias d'État nord-coréens, ont montré Jang traîné hors de la salle, le visage marqué par la surprise et l'humiliation. Accusé de trahison, de corruption, de comportement dépravé et de tentative de renversement du gouvernement, Jang a été rapidement jugé par un tribunal militaire. Le verdict déjà décidé par Kim Jong-un a été sans appel, la peine de mort. Quelques jours après son arrestation, Jang a été exécuté probablement par le peloton d'exécution.
Cette exécution a été perçue comme une démonstration brutale de la manière dont Kim Jong-un gère toute menace perçue à son pouvoir. En éliminant son propre oncle, Kim a montré qu'il était prêt à se débarrasser de quiconque, peu importe leur proximité ou leur importance passée, s'ils étaient considérés comme une menace bien sûr. Yong Yong-chol. L'exécution par canon antiaérien. En mai 2015, une autre exécution choquante a eu lieu, celle de Yeon Yong-chol, le ministre de la Défense. Yeon, un général respecté, avait été nommé à ce poste prestigieux en 2012, peu après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Tout commence par un événement militaire où Yeon Yong-chol, un général nord-coréen, commet l'irréparable en s'endormant pendant une réunion en présence de Kim Jong-un. Dans un régime où le respect envers le leader suprême est primordial, cette action a été perçue comme une insulte directe à l'autorité de Kim. La réaction du régime a été rapide et brutale. Au lieu d'une exécution traditionnelle, Yeon a été tué par un canon antiaérien, une arme d'une puissance destructrice extrême. Cette méthode utilisée occasionnellement par le régime nord-coréen vise à envoyer un message fort. La déloyauté ou l'insubordination sont punies de manière cruelle et spectaculaire. Une telle démonstration de force vise non seulement à éliminer l'individu considéré comme déloyal, mais aussi à instaurer la peur parmi ceux qui seraient tentés de commettre la même erreur. Lors de l'exécution, Yeon a été emmené sur un champ de tir militaire et attaché à un poteau. Devant une audience de centaines de hauts fonctionnaires et de militaires, Yeon a été pulvérisé par les tirs de l'arme lourde. Les témoins de cette exécution ont été horrifiés par la violence de l'acte. La nouvelle de cette exécution brutale s'est rapidement répandue au sein du gouvernement et de l'armée, créant un climat de terreur encore plus intense. Cette histoire montre à quel point la déloyauté est sévèrement punie en Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un ne tolère aucune forme d'insubordination ou de manque de respect envers son autorité. Et les sanctions pour de telles offenses sont exemplaires et impitoyables. Après avoir éliminé des membres clés de son propre cercle de pouvoir, Kim Jong-un a également intensifié la répression contre toute forme de dissidence parmi la population et les élites du pays. Parlons maintenant de l'histoire de Otto Warmbier. Otto Warmbier était un étudiant de l'université de Virginie, plein de vie et curieux de découvrir le monde. En décembre 2015, il a décidé de participer à un voyage organisé en Corée du Nord. Un choix audacieux, car ce pays mystérieux et isolé n'est pas une destination de vacances typique. Arrivé à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, Otto était fasciné par ce qu'il voyait. Tout semblait si différent, presque comme un autre monde. Les jours passaient et le groupe de touristes visitait les sites historiques, les monuments gigantesques et participait même à des activités culturelles locales. Mais les choses ont pris une tournure dramatique à la veille du départ. Otto fut arrêté à l'aéroport de Pyongyang par les autorités nord-coréennes. La raison ? On l'accusait d'avoir volé une affiche de propagande dans l'hôtel où il séjournait. Un acte qui, selon les normes nord-coréennes, était considéré comme un crime grave contre l'État. Le jeune homme fut jugé rapidement et condamné à 15 ans de travaux forcés. Pour Otto, c'était le début d'un cauchemar. Pendant plus d'un an, il fut emprisonné en Corée du Nord. Les informations sur son état étaient rares, et ses parents Fred et Cindy Warmbier étaient désespérés de ne pas savoir ce qui arrivait à leur fils. En juin 2017, Otto fut soudainement libéré par les autorités nord-coréennes. Cependant, ce n'était pas la fin de ses souffrances. Otto était dans un état de coma. Selon les médecins nord-coréens, il avait contracté une forme rare de botulisme et avait été ensuite victime d'une grave réaction à un somnifère. Mais les médecins américains qui l'ont examiné à son retour n'ont pas trouvé des traces de botulisme. Le 19 juin 2017, à peine quelques jours après son retour aux États-Unis, Otto Warmbier est décédé. Ses parents ont affirmé qu'il avait été sévèrement torturé pendant sa détention. Cette affirmation a été vivement contestée par la Corée du Nord, qui a toujours nié toute maltraitance. L'histoire d'Otto Warmbier a eu un énorme retentissement médiatique. Elle a soulevé de nombreuses questions sur les relations internationales, les droits de l'homme et les pratiques du régime nord-coréen. Son cas a également conduit à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord et a renforcé les tensions entre Pyongyang et Washington. Au cœur de cette histoire se trouve Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord. Son autoritarisme et son régime, impitoyable bien sûr, sont bien connus. L'arrestation et la condamnation d'Otto étaient probablement une démonstration de force, une manière de rappeler au monde extérieur qui tient les rênes en Corée du Nord. Kim Jong-un dirige son pays d'une main de fer avec un contrôle strict sur toutes les facettes de la vie nord-coréenne, y compris le système judiciaire. Les actes de défiance, réels ou perçus, ne sont pas tolérés et sont souvent punis de manière disproportionnée. Otto Warmbier est devenu malgré lui un symbole.
Les conditions inhumaines. Les camps de travail en Corée du Nord sont réputés pour leur brutalité extrême, et les témoignages d'anciens détenus dressent un tableau sombre des conditions inhumaines qui y règnent. Parmi ces témoignages, celui de Shin Dong-hyuk se distingue particulièrement. Né dans un camp de prisonniers politiques, Shin a vécu toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans cet environnement impitoyable avant de réussir à s'échapper. Son histoire est racontée dans le livre Escape from Camp 14 qui offre un aperçu glaçant de la réalité des camps de travail nord-coréens. Shin Dong-hyuk est né en 1982 dans le camp 14, un des nombreux camps de prisonniers politiques disséminés à travers la Corée du Nord. Contrairement à de nombreux détenus qui sont envoyés dans ces camps pour des raisons politiques, Shin n'a jamais connu la liberté. Son existence a été marquée dès le début par une privation totale des droits et de liberté, un phénomène courant dans ces camps où les détenus sont considérés comme des ennemis irrévocables de l'État. Les conditions de vie dans les camps de travail nord-coréens sont atroces. Les détenus sont soumis à un régime de travail forcé intense, souvent dans des conditions dangereuses et insalubres. La nourriture est extrêmement limitée, entraînant une malnutrition chronique parmi les prisonniers. Shin décrit des journées de travail interminables où la moindre erreur ou l'incapacité de remplir des quotas impossibles peut entraîner des punitions sévères, allant de la privation de nourriture à la torture. La torture est une réalité omniprésente dans les camps. Shin lui-même a été torturé à plusieurs reprises, y compris à l'âge de 14 ans, lorsqu'il a été suspendu par des crochets et brûlé sur le feu pour avoir tenté de s'échapper. Ces pratiques visent à briser l'esprit des détenus et à les maintenir dans un état constant de terreur et de soumission. La famine est une autre constante dans les camps. Les prisonniers reçoivent juste assez de nourriture pour survivre et sont souvent contraints de compléter leur alimentation en attrapant des rats ou en mangeant des insectes. Cette lutte quotidienne pour la survie physique est accompagnée d'une pression psychologique immense. Shin raconte comment les détenus sont conditionnés à dénoncer leurs camarades, y compris les membres de leur propre famille, pour de supposés manquements aux règles de camp. Cette atmosphère de méfiance et de trahison est délibérément entretenue par les gardiens pour empêcher toute solidarité entre les prisonniers. Les exécutions publiques sont une autre méthode de contrôle et d'intimidation. Les prisonniers eux-mêmes sont souvent forcés d'assister à ces exécutions qui servent de rappel brutal des conséquences de toute tentative de rébellion ou de fuite. Shin a été témoin de plusieurs exécutions au cours de son incarcération, chaque événement renforçant le climat de peur qui règne dans le camp. Malgré ces conditions inhumaines, Shin a réussi à s'échapper en 2005, après plus de 2 décennies de captivité. Son évasion est un témoignage poignant de la résilience humaine face à des adversités inimaginables. Escape from Camp 14 est non seulement un récit de survie, mais aussi une dénonciation des atrocités commises dans les camps de travail nord-coréens, rappelant au monde la nécessité de ne pas détourner le regard face à ces violences flagrantes des droits de l'homme. Famine et crise humanitaire. La Corée du Nord a été frappée par des famines récurrentes tout au long de son histoire, avec la plus grave survenant dans les années 1990. Cette période, souvent appelée la marche ardue ou la période difficile, a causé la mort de centaines de milliers de personnes, bien que certains estiment que le nombre réel de victimes pourrait atteindre des millions. La famine des années 1990 a été exacerbée par la chute de l'Union soviétique, principal soutien économique de la Corée du Nord, ainsi que par des catastrophes naturelles et une mauvaise gestion agricole. Les populations les plus vulnérables ont été les premières touchées et les témoignages de cette époque racontent des histoires de souffrance extrême et de survie désespérée. Sous le règne de Kim Jong-un, les conditions économiques et alimentaires en Corée du Nord restent précaires. En 2020, Kim a reconnu publiquement l'échec de son plan quinquennal pour l'économie, une admission rare d'erreur dans un régime où l'infaillibilité des dirigeants est généralement proclamée. Cet échec a aggravé les pénuries alimentaires déjà présentes. Les sanctions internationales destinées à freiner le programme nucléaire de la Corée du Nord ont également eu un impact dévastateur sur l'économie du pays, limitant les importations de nourriture, de carburant et d'autres ressources essentielles. La situation alimentaire en Corée du Nord a été encore exacerbée par la pandémie de Covid-19 qui a conduit à une fermeture quasi totale des frontières du pays. Cette mesure a coupé presque toutes les importations de nourriture et de fournitures médicales, aggravant les pénuries existantes. Les inondations et autres catastrophes naturelles récurrentes ont également continué à dévaster les récoltes, rendant la situation alimentaire encore plus précaire.
Les efforts de Kim Jong-un pour moderniser l'économie et améliorer la vie des Nord-Coréens se sont heurtés à des obstacles persistants, notamment la rigidité du système économique centralisé, la corruption et les priorités militaires du régime. Les politiques de Kim Jong-un, axées principalement sur le développement militaire et nucléaire, ont souvent détourné des ressources vitales qui auraient pu être utilisées pour améliorer l'agriculture et les infrastructures civiles. En effet, l'accent mis sur le militarisme au détriment des besoins économiques de base a contribué à perpétuer un cycle de pauvreté et de pénurie alimentaire. Ainsi bien que de nombreux facteurs externes aient joué un rôle dans la crise alimentaire en Corée du Nord, les décisions et la gestion de Kim Jong-un ont indéniablement exacerbé la situation. Le peuple nord-coréen continue de lutter pour satisfaire ses besoins fondamentaux et la menace de famine reste omniprésente. Les actions de Kim Jong-un, loin d'améliorer la situation, ont souvent aggravé les conditions économiques et humanitaires du pays. Propagande et contrôle de l'information. Le régime nord-coréen a une stratégie bien rodée pour glorifier Kim Jong-un et renforcer un culte de la personnalité qui ferait pâlir de jalousie n'importe quelle star de cinéma. Imaginez un pays où chaque journal, émission de télévision et station de radio ne parle que des exploits héroïques de leaders suprêmes, du lever au coucher du soleil. Ici, les informations sont soigneusement sélectionnées pour garantir que Kim Jong-un soit toujours présenté sous son meilleur jour. La moindre de ses actions, qu'il s'agisse de visiter une ferme ou de déguster une glace, est décrite comme un événement monumental. Les émissions étrangères, quant à elles, sont aussi rares qu'un Yeti en bikini. La possession ou la vision de contenu étranger, qu'il s'agisse de films, de musique ou de nouvelles, est considérée comme un acte de haute trahison. Ceux qui osent braver cette interdiction risquent des sanctions sévères et je ne parle pas d'une simple tape sur les doigts. On parle de peine de travaux forcés, voire pire. Consommer des médias étrangers en Corée du Nord, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec un bazooka. Pour s'assurer que personne ne s'écarte du droit chemin, le régime encourage même les citoyens à dénoncer leurs voisins, leurs amis et même leur propre famille s'ils sont surpris en train de regarder Game of Thrones en cachette. Le résultat, une société où la méfiance règne en maître et où chacun surveille l'autre comme un faucon. Ce contrôle strict de l'information crée une réalité parallèle où Kim Jong-un est non seulement un leader politique, mais aussi le héros incontesté de chaque conte de fées national. Les Nord-Coréens n'ont accès qu'à une version soigneusement édulcorée de la vérité, les gardant dans une ignorance totale des événements mondiaux et des véritables conditions économiques et politiques de leur propre pays. Dans cette dystopie de l'information, Kim Jong-un est à la fois la star et le réalisateur, et les citoyens jouent les figurants dans un film qu'ils n'ont jamais choisi de regarder. Dans les coulisses obscures de la Corée du Nord, Kim Jong-un orchestre un règne implacable où la réalité est modelée par une propagande omniprésente et des pratiques brutales. C'est comme si chaque citoyen jouait un rôle dans un drame dystopique, avec Kim Jong-un comme personnage principal et le reste du monde comme un décor lointain. Les Nord-Coréens vivent dans un univers où la vérité est une denrée rare, filtrée à travers un prisme déformant qui glorifie le leader suprême et occulte les véritables conditions de vie du pays. C'est une réalité où défier le régime ou même regarder une émission étrangère peut mener à des conséquences dévastatrices, transformant la vie quotidienne en une expérience de survie dans un théâtre de l'absurde. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo, plongeant dans les mystères de la Corée du Nord. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant et percutant. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.